Bonsoir. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est d'abord merci. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre fidélité, pour votre engagement, pour votre énergie qui nous soutiennent et qui nous permettent, grâce à vos encouragements, de nous battre pour nos étudiants, parce que vous savez que c'est notre mission principale et qu'on essaye, grâce à vous, grâce à tout le travail qui est fait, y compris par mes jeunes collaboratrices, Maëva et Axel, je vous remercie pour la réussite de cet événement, c'est de faire en sorte qu'ils puissent construire un avenir et qu'ils puissent véritablement devenir exactement ce dont ils rêvent et avoir de très bons diplômes et d'avancer. Donc c'est tout le sens de ce que nous faisons ici. Par contre, vous savez que cette année, nous avons eu beaucoup de réservistes. Parmi eux, beaucoup d'entre eux ont perdu des compagnons d'armes. Et quelquefois, le destin était encore plus violent et plus tragique. Et au détour d'une opération militaire, sont parvenus. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous lever, de faire une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour nous. Et ensuite, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour retrouver l'énergie dont nous avons tous besoin pour faire en sorte que ceux qui continuent à se battre, chacune, chacun d'entre vous, nos enfants et les autres, puissent comprendre qu'on est complètement avec eux. Merci. Mesdames et messieurs, donc, chers amis, je vous salue tous dans vos fonctions, dans vos engagements respectifs, et je suis vraiment très profondément heureux et ému d'être parmi vous. Il y a en plus, je salue au passage les équipes de l'ambassade et puis les amis de toujours ici, Sam, Arié et les autres. Alors, la dernière fois que je suis venu, parce que, cher Claude, voilà, vous m'avez fait le plaisir et l'honneur de m'inviter à chaque fois pour ouvrir le cycle, et donc c'est la 5e fois. Aujourd'hui, Khamsa. Et la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Et donc, le thème de l'intervention était la réconciliation. 2 ans après, c'est l'inhumanité. Réconciliation, inhumanité, entre les deux, le 7 octobre et la guerre. Et nous ne vivons plus dans le même monde. Et le monde d'aujourd'hui, effectivement, est rempli de ces moments d'inhumanité insupportables, qui sont donc la conjonction d'une extrême violence et de la perte de toute connexion émotionnelle avec l'autre. C'est ça l'inhumain. C'est lorsque l'autre n'existe plus ou est nié en tant que ce qu'il est. Et évidemment, il nous faut partir pour en parler du 7 octobre. Comment faire autrement? Et peut-être partir de ce que le 7 octobre a montré d'inhumanité et a entraîné de traumatisme. On peut dire du côté israélien, peut-être 4 traumatismes, ou plutôt 3 plus 1, je vais expliquer pourquoi, et du côté palestinien, 3 autres traumatismes. Car à moins d'être inhumain soi-même, il ne faut jamais oublier qu'en face de son propre traumatisme, d'autres aussi vivent des traumatismes. Ou alors, ça veut dire qu'on est tombé dans le piège que Machiavel décrit dans Le Prince, à savoir que l'inhumanité avec laquelle on a été attaqué va se traduire en retour par une inhumanité envers l'autre. 3 traumatismes donc du 7 octobre, ici, mais aussi à Paris et dans la communauté juive et pour les juifs du monde. Le premier traumatisme, c'est qu'en franchissant la frontière comme il l'a fait pour perpétrer le massacre que l'on sait, le Hamas a brisé une fonction symbolique d'Israël
à savoir que ce pays a été conçu aussi pour que ce type d'événement, justement, n'arrive plus. Et cette brisure symbolique d'Israël est sans doute un des traumatismes, des chocs les plus forts. Pour décrire évidemment l'événement lui-même, beaucoup ont utilisé le mot pogrom. Je me suis personnellement impliqué, y compris, comme on dit, auprès des plus hautes autorités de l'État, pour dire qu'il ne faut pas utiliser le mot pogrom. Pourquoi ? Parce qu'un pogrom, historiquement, que ce soit en Russie, en Pologne, en Allemagne, c'est une attaque sur une minorité juive à l'intérieur d'une population plus vaste qui lui tombe dessus pour l'attaquer dans des conditions atroces. J'ai un biais cognitif personnel. Et évidemment, mon arrière-grand-père du côté de ma mère, avec sa famille, s'est retrouvé dans la Volga après un pogrom en 1903 à Nijni Novgorod. Et dire que le 7 octobre est un pogrom signifierait quelque part ou accréditerait l'idée qu'ici, les Juifs seraient minoritaires à l'intérieur d'un ensemble plus vaste, arabo-musulman, qui lui serait tombé dessus. Quelque part, dire que le 7 octobre est un pogrom nie le fait qu'Israël a justement permis aux Juifs de sortir d'une histoire millénaire d'oppression de ce type. Les Juifs sont chez eux ici et ils sont majoritaires. L'idée même du pogrom ne convient pas. Alors, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une définition qu'a utilisée le président sur, évidemment, le massacre, le pire massacre antisémite depuis la Shoah. Gilles Kepel utilise le mot razzia, qui peut-être correspond plus. Il faut maintenant toujours ajouter à vocation génocidaire, car j'y reviendrai. La vocation génocidaire, elle est du côté du Hamas, et on va voir comment fonctionne l'inversion des valeurs. Ça, c'est pour le premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, à mes yeux, il est presque pire. Mais est-ce qu'il faut faire une échelle des douleurs? C'est la jouissance. C'est la jouissance des terroristes attaquant des Juifs et les tuant de cette façon aussi barbare et inhumaine qui soit. C'est au-delà même de la manière de les tuer. C'est la jouissance qu'ils en éprouvent et ils se filment en train de jouir de cela. Là, on touche au fond de l'inhumanité. Alors, on peut toujours dire après qu'il y a c'était des gens ivres de haine, sans doute shootés au Captagon, qui ont accompli ces horreurs. Je tiens quand même à l'idée que dans la manière de faire, ils ont retrouvé quelque chose de très ancien dans la manière de considérer les Juifs, qui relève du Moyen-Âge et en partie de l'Inquisition, donc de la fin du XVe siècle, en Espagne. Ouvrir le corps du Juif pour essayer de trouver à l'intérieur ce qu'il a et que je n'ai pas, ou essayer de comprendre ce qu'il est et que je ne suis pas, dans une volonté de lui prendre, grâce à cela, sa puissance fantasmée. On pourra dire, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je tiens que pour la suite de l'histoire, et par rapport à ce que nous avons vu, il y a quelque chose de cela. Parce que c'est très rare de voir cela dans le monde, même aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs par rapport à cela une discussion, je veux dire, assez dure, pour savoir s'il fallait montrer ces images d'inhumanité. Faut-il les montrer? Compliqué. Personnellement, j'étais plutôt pour, et je me suis exprimé en ce sens auprès du cabinet du Premier ministre, ici, via l'ambassade d'Israël à Paris.
Ce qui m'a été dit, c'est oui, sauf que cela pourrait donner des idées, voire des vocations à d'autres. C'est-à-dire que non seulement c'est un spectacle de l'inhumanité, mais en plus, ça risque d'en entraîner en chaîne. Et je me suis dit à ce moment-là, et j'y reviendrai, Israël va perdre forcément la bataille de la communication, car nous n'aurons, pour nourrir le monstre médiatique qui a besoin d'images tous les jours, nous n'aurons que des images de Gaza et aucune image du 7 octobre. Et c'est bien ce qui s'est passé. Israël perd la guerre médiatique parce qu'il n'a pas d'image à fournir de son côté que des choses raisonnables et des soldats qui partent et un dôme de fer qui fonctionne. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est provoqué par les images de Gaza. Le troisième traumatisme, il est celui des otages, mais c'est pour ça que j'ai dit 3+1, parce que, en fait, là je vous le donne comme ça, mais c'est le +1. Parce que, est-ce que c'est traumatique? Oui, mais de façon différente des autres, parce que c'est une douleur incommensurable, c'est une souffrance inouïe, bien sûr, pour les otages eux-mêmes, bien entendu, plus leurs familles, leurs proches, etc. Mais c'est une souffrance collective. Mais ce traumatisme-là a eu, contrairement à tous les autres, une fonction de cohésion sociale, au fond de regroupement de la population autour de ce qui faisait souffrance commune. Et c'est pour ça que les cérémonies en faveur des otages, etc., ne sont pas des cérémonies qui célèbrent le traumatisme, mais qui célèbrent cette dimension particulière du judaïsme, qui est d'être une famille, au fond, et que tout le monde s'attache au sort de ses enfants. Le quatrième et dernier traumatisme, c'est pour les jeunes la découverte et pour les anciens la confirmation de l'antisémitisme dans le monde à ce niveau-là. Et surtout le fait que le 7 octobre a déclenché une vague inouïe d'antisémitisme avant même la réplique israélienne. Il y a là quelque chose qui est, comment dire, enfin, qui moi m'a profondément touché. Car une chose est de le savoir et autre chose est de le voir partout dans le monde. Il y a là quelque chose d'inouï quelque part. Donc voilà avec quoi nous devons nous battre, je veux dire, aujourd'hui, nous coltiner tous les jours, et qui relève un petit peu de ce que, de nos limites personnelles, devant le drame, devant la souffrance, devant l'inhumain de tout cela. En face, il ne faut pas, en aucune façon, oublier la souffrance de l'autre, même si, en temps de guerre, les positions se radicalisent au point que, justement, l'autre devient radicalement autre et qu'on ne veut pas en entendre parler. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « l'attaque du Hamas entraîne chez moi non pas une ignorance de ce qui se passe à Gaza, mais je garde le cœur sec par rapport à ça. Ils nous ont fait trop de mal pour que j'aie pour eux la moindre compassion. » Et ça, on tombe dans quelque chose du piège de Machiavel par rapport à ça. Il faut se battre, bien sûr, contre ça. Le premier traumatisme, c'est évidemment ce qu'ils ont pris sur la figure. Je veux dire, vous avez quand même, aujourd'hui, une situation qui est, en termes humanitaires, un désastre. Le deuxième traumatisme, il est différent. Il est la découverte, à cause de la durée de la guerre, que les Palestiniens eux-mêmes ont été trahis par leurs chefs et aussi, j'y reviendrai, par les pays arabes. C'est quelque chose que certains pouvaient sentir. Et maintenant, pour la plupart des populations qui ont été touchées, c'est quelque chose qui est visible et sur lesquels, d'ailleurs, ils parlent. Et puis, enfin,
c'est le traumatisme lié au fait qu'ils sont conduits par le Hamas à Gaza, par le Hezbollah au Liban, puis il y a d'autres proxys bien entendu, et qu'ils se rendent compte qu'à suivre cette idéologie, ça n'a jamais fait que leur malheur. Vous savez, c'est difficile de comprendre, enfin, que vos chefs n'ont jamais fait que votre malheur. C'est pas facile, et il faudra traiter ça un jour. Voilà pour ce qui est des traumatismes. Je reviens sur les conséquences de cela et les duretés à vivre maintenant, selon avec deux éléments essentiels. La question de l'identité palestinienne et de sa construction, et de ce que cette guerre change à cette identité, et la partie géopolitique sur l'attitude des pays arabes par rapport au conflit. Sur la question de l'identité palestinienne, ce que fait apparaître cette guerre, encore plus que tout ce que l'on connaissait avant, du fait de sa dureté, de sa durée, et de son extrême violence, c'est que l'identité palestinienne s'est construite et se construit aujourd'hui de façon mimétique à l'identité juive. Je m'explique de cela. Lorsque, après la création d'Israël, on regarde qu'est-ce que cette population palestinienne qui est là. On se rend compte que ce sont des tribus, des clans, des familles, tout ce que vous voulez, mais qu'elles ne constituent pas un peuple. Elle est un mélange hétérogène et aucun de vous ne peut me citer un grand auteur, un grand artiste ou quoi que ce soit de ce genre qui aurait exprimé une spécificité palestinienne par rapport au fait simplement d'être un arabe né en Palestine mandataire. Yasser Arafat, en 63, 64, décide de faire un peuple, de toutes ces familles, tribus, etc. Et comme il n'y a pas de trait culturel commun entre eux, il va construire ce peuple à partir de la désignation d'un ennemi commun. C'est très commode, et dans l'histoire, ça a été fait plein de fois. L'ennemi sera Israël, et le but de guerre sera de récupérer la terre d'Israël. On peut faire peuple sur cette base, mais comme je dis toujours, et comme l'écrit très bien Ho Chi Minh à propos du Viet Cong, encore faut-il gagner. Car que se passe-t-il lorsqu'on ne gagne pas, lorsqu'on perd? Et les Palestiniens ont perdu la guerre depuis très longtemps. La guerre consistant à essayer de récupérer la terre d'Israël. C'est fini. Ils le savent d'ailleurs, ils n'y arriveront pas. Et comment reconstruire une identité sur l'idée de cette propre défaite? Eh bien, ils vont le faire de façon mimétique, mais mimétique de quoi? Ils ne vont pas se mettre à imiter les Algériens, les Marocains, les Saoudiens, Non, impossible. Ils vont le faire en imitant ceux qui sont les plus proches d'eux et avec qui ils vivent, les Juifs. Et le récit va être calqué à partir de ce moment-là sur celui des Juifs. Le récit s'organise à ce moment-là. D'abord, quoi qu'il arrive, il faudra être des réfugiés. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont été réfugiés quand ils sont arrivés dans les années 30, c'est-à-dire que la montée démographique des Juifs en Israël, en ce qui allait devenir Israël, va se faire à partir de ceux qui fuient le nazisme en Allemagne ou les pogroms en Russie, etc. Il va falloir un récit de la victimisation. Et là,
Ils s'en donnent à cœur joie. Nous sommes des victimes de notre propre histoire. Après, il va falloir avoir des éléments plus spécifiques, à commencer par le ghetto. Ils vont utiliser Gaza, que nous appelions pour le Café du Commerce une prison à ciel ouvert. Eux utilisent le mot ghetto. Et parfois, ils font d'ailleurs référence au ghetto de Varsovie. Mais il manquait une chose fondamentale. Il manquait le génocide. Et là, ils le tiennent. C'est-à-dire que vous n'avez pas de génocide israélien à Gaza, mais vous avez un récit du génocide. Et ce récit du génocide est absolument indispensable pour arriver à parachever l'identité palestinienne. Redoutable, quoi qu'il arrive, ils revendiqueront le fait d'avoir été tués par un génocide. Et pour ce qui est des pro-palestiniens en Europe et ailleurs, en France et ailleurs, mais partout dans le monde, ce que vous pouvez regarder, observer, c'est la jubilation à dire qu'il y a un génocide. Personne ne s'est jamais réjoui, au fond, du génocide des Tutsis, du génocide au Cambodge, du génocide de ceci, du génocide de cela. Mais là, si. Pourquoi est-ce que les pro-palestiniens se réjouissent du fait qu'il y a un génocide? Parce que grâce à ça, ils vont pouvoir boucler la question d'une identité mimétique de celle des Juifs, c'est-à-dire de pouvoir copier le modèle qui a marché pour avoir un État. Parce qu'au bout du compte, les Juifs ont obtenu un État, et en passant par les mêmes souffrances, douleurs, tout ce que vous voulez, il y a l'espoir que les Palestiniens aient enfin leur État. Et d'ailleurs, ça marche. Vous avez des États qui, devant cette souffrance, se mettent à reconnaître l'État palestinien. En particulier, bien entendu, les deux derniers, que sont l'Irlande et l'Espagne, sur lesquels il faudrait travailler parce que ce sont des pays chrétiens avec un terrorisme séparatiste, etc. Bon, trop long. Voilà, donc vous voyez par rapport à notre thème, vous voyez comment les inhumanités peuvent être constitutifs aussi de l'identité. Le deuxième élément sur lequel il faut revenir, c'est la géopolitique des pays arabes dans cette histoire. Ce que montre, enfin, j'allais dire, de façon claire, à nouveau, parce qu'on le savait avant, mais là, la durée de la guerre permet de bien le montrer, c'est que les pays arabes, j'enlève les accords d'Abraham, les pays arabes, notamment musulmans, du pourtour de la Méditerranée, ne souhaitent pas, parce qu'ils ne l'ont jamais souhaité, la fin du conflit. Alors il faut expliquer ça. Comment ça se fait que les pays arabes ne veulent pas que ça s'arrête? Pour 4 raisons essentielles. La première, c'est que la cause palestinienne est devenue un élément essentiel de politique intérieure pour tous ces pays. En clair, lorsque quelque chose ne va pas en Algérie, en Tunisie ou ailleurs, et que la population n'est pas contente de ses dirigeants, ces derniers sortent la cause palestinienne. Et là, on emporte tout le monde à nouveau. Le roi Hassan II, le père de Mohamed VI, l'actuel roi du Maroc, disait, vous trouvez ça sur YouTube, hein, la cause palestinienne est l'aphrodisiaque des nations arabes. C'est un vrai moteur pour les pays arabes. Le deuxième élément, c'est que la cause palestinienne fait cohésion entre les pays arabes. Parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux, en tout cas au niveau des gouvernements. Population, c'est plus compliqué. Mais au niveau des gouvernements, le Maroc n'aime pas l'Algérie, la Libye n'aime pas l'Égypte, etc. Qu'est-ce qui les réunit à la Ligue arabe? Quelque chose de positif, une construction, etc. Non. Ce qui les réunit et les seules résolutions qu'ils arrivent à voter, ce sont les résolutions contre Israël. Là encore, c'est l'ennemi commun qui fait la cohésion. Et ce qui est clair, c'est que si jamais vous avez la paix, vous perdez à la fois ce moteur de politique intérieure qu'est la cause palestinienne
et la question de la cohésion entre les pays arabes. À cela s'ajoutent deux autres arguments. Le premier, c'est l'argument de la puissance, c'est-à-dire que, et ça, je veux dire, mon homologue égyptien à l'époque m'en avait parlé, s'il y a la paix, Israël, qui est déjà une puissance régionale, devient une superpuissance régionale, parce qu'il n'est plus embêté par la pression de tous les pays du monde sur lui, par le BDS, par des tas de choses. Vous libérez, par la paix, la puissance d'Israël, qui va se retrouver capable de discuter avec tous les pays du monde, mais de faire monter en puissance son PIB et son commerce. Le PIB d'Israël est supérieur à la somme donc, des PIB de tous les pays qui l'entourent. Et donc, cette idée qu'au fond, en allant à la paix, on va libérer Israël et que les autres vont rester au bord du chemin, d'un point de vue notamment économique, mais Israël fait mieux que tous les pays arabes en termes aussi de gouvernance, de puissance militaire, de high-tech, de tout ce que vous voulez. Eh bien, quel intérêt peuvent-ils y trouver? Avec, en plus, cette idée qui est plus psychologique. L'idée même que les Juifs puissent faire en ce que eux considèrent comme une terre d'islam mieux que les musulmans est un problème par rapport au concept de dhimmitude. La dhimmitude, c'est ce qui, dans l'Empire ottoman, faisait le statut de tous les non-musulmans, les chrétiens, les juifs et toutes les communautés. Il fallait pour cela payer pour avoir le même statut que les musulmans, mais surtout, il y avait l'idée qu'ils devaient être traités de façon inférieure. L'idée que l'inférieur fait mieux que vous-même dans une terre que vous considérez la vôtre est psychologiquement extrêmement difficile. Enfin, dernier point, qui n'est pas documenté comme les autres, c'est l'idée que les pays arabes, au fond, n'ont aucune envie que les Palestiniens récupèrent Jérusalem-Est et est comme capitale quelque chose qui inclut la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi ce peuple palestinien qui n'a jamais rien fait pour sa propre émancipation, etc., que d'être en permanence dans la victimisation, pourquoi aurait-il la mosquée? Même si celle-ci est gérée par le Waqf, enfin, comme Waqf, par les Jordaniens. Eh bien non, voilà, ça les gêne. Et tout d'ailleurs, tout ce terrorisme qui est fait autour de la question de la mosquée Al-Aqsa est en fait très problématique pour tous les pays arabes. D'où, évidemment, la question de savoir comment est-ce que, dans tous ces conflits d'identité qui se mettent, dans tous ces conflits géopolitiques, on va pouvoir avancer. Alors, on est actuellement dans une phase de la guerre qui est très particulière. Parce que la guerre, jusqu'aux années récentes, où, disons, l'affrontement israélo-palestinien était un affrontement essentiellement politique autour de la question territoriale. Certes, avec un petit peu de religieux derrière. Mais la différence, aujourd'hui, c'est la confessionnalisation du conflit. C'est-à-dire que c'est la montée en puissance de la question religieuse dans le conflit. Ce n'est pas pour rien que ce conflit, le plus violent de l'histoire d'Israël, se déclenche entre le Hamas, c'est-à-dire l'émanation à Gaza des frères musulmans, et un gouvernement qui, ici, a quand même une dimension ultra-religieuse plus marquée que tous ses prédécesseurs. Et ça n'est pas, évidemment, pour rien que la guerre suivante, c'est vers le Hezbollah, qui est aussi, évidemment, une émanation religieuse de l'Iran chiite. La dimension religieuse apparaît fortement depuis une vingtaine d'années, de plus en plus, à cause évidemment de la faillite, ou de l'échec, disons, du politique pour régler la question.
Depuis la nuit des temps, le politique et le religieux, ça marche ensemble, ou ça s'oppose, ou ça négocie ensemble, de façon à apporter ce qui leur est commun, c'est-à-dire l'objectif d'apporter des réponses aux gens sur les grandes questions qu'ils se posent. Et systématiquement, lorsque le politique baisse en capacité de le faire, le religieux monte. Et quand le religieux baisse, c'est le politique qui remonte. L'ensemble des deux faisant toujours, essayant toujours d'apporter les réponses. Mais ils ne sont pas à égalité. Parce que, même si vous avez des radicalités politiques, ce qui se passe, c'est que la radicalité religieuse a quelque chose à voir avec l'absolu, alors que le politique est par nature tourné vers le compromis. Plus vous passez vers une religiosité forte, plus le compromis politique devient difficile à obtenir. C'est une règle absolue. Il n'y a absolument pas de contre-exemple dans l'histoire. Voilà. Et actuellement, nous vivons cette phase très particulière de radicalisation religieuse liée aussi évidemment au fait que l'ennemi, c'est l'Iran, et que celui-ci est gouverné par un régime de mollahs hallucinant. D'un point de vue religieux, justement, et encore voir ce qui s'est passé, cette horreur qui s'est passée récemment avec cette jeune femme. Il y a là quelque chose qui entraîne une radicalité de plus en plus forte du conflit, qui fait qu'au bout du compte, le caractère humain des deux côtés tend à disparaître devant la haine et devant la volonté de détruire l'autre. C'est le piège que nous vivons aujourd'hui. Et tout le monde y tombe, à des degrés divers. C'est ça, c'est qu'il est très difficile d'y résister. Je dois dire que moi-même, il y a progressivement, j'ai eu de plus en plus de problèmes à avoir de la compassion pour ce qui se passait à Gaza. Et il a fallu que je me force. Et quand vous faites 35 ans de diplomatie, tout événement devient, vous le passez immédiatement à la moulinette dans votre tête de quelles conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Et vous essayez de rester en capacité d'analyse. Eh bien, malgré tout ça, je dois dire que, par exemple, au moment des beepers, j'ai ressenti une espèce de jubilation mauvaise, au fond de moi, qui était la remise en cause de tout ce qu'on m'avait appris. Bien fait pour leur gueule. Voilà. Et on a beau le tourner d'une façon ou d'une autre, j'étais à la frontière de ce qui se passait là. Voilà. Alors, je termine, ça va, avec un petit peu de prospective. À la fois parce que l'arrivée de Trump est un vrai game changer, et parce que, quand même, il faut dire un mot, juste un mot, de ce qui se passe du côté du président à Paris. Quand même, un mot. Mais sans être plus du tout lié par rapport à ça. La prérogative du chef, pourrait-on dire, ce qui fait que le chef est le chef, et c'est très important par rapport à ça, c'est la capacité à désigner l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est au chef de le dire. Et cette notion de lier la désignation de l'ennemi au fait d'être le chef a été théorisée, malheureusement, par un philosophe nazi. Pas de peau, pas de bol, hein, Carl Schmitt. Voilà. Il n'empêche que ce qu'il dit dans ces phrases-là est parfaitement juste et universel. Là où j'ai commencé à m'opposer ou à être dans la critique du président de la République, c'est quand j'ai compris qu'en réalité, il n'arrivait pas à désigner l'ennemi. C'est-à-dire qu'il oscillait entre, une fois c'est Israël qui est le bourreau
et les Palestiniens sont la victime, et parfois c'est les Palestiniens qui sont le bourreau et Israël la victime. À mon avis, il ne pourra y avoir d'avancée ou de clarification que lorsqu'il aura désigné l'ennemi principal, qui, à mes yeux, est l'islamisme djihadiste, radical et violent. Or, cette désignation, la France va rester hors du jeu en matière sur la question de la guerre et de la paix. Première chose. La deuxième chose, c'est la position sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France. On a senti un flottement à un moment. Et finalement, il n'est pas tombé dans le travers de l'Espagne et de l'Irlande. Mais on a bien senti que la pression était forte. Et là, il a fallu monter au créneau pour dire quoi? On ne peut pas reconnaître la Palestine contre rien quand on est la France. Et contre quoi faut-il donc l'échanger entre guillemets? Lorsque la question m'avait été posée quand j'étais ambassadeur, j'avais dit contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais au fond, avec la guerre, c'est de nature trop différente. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la reconnaissance éventuelle d'un État palestinien serve la cause de la paix? Mon idée a été de dire, dans ces conditions, ça s'échange contre le fait que tous les États arabes qui ne l'ont pas encore fait reconnaissent Israël. Parce que là, la vision, c'est quoi? C'est on ne peut parler de paix que si tout le monde reconnaît tout le monde, et à ce moment-là, on cause. Mais avant ça, je ne vois pas pourquoi la France devrait reconnaître la Palestine, alors que des pays arabes qui ont bloqué, qui ont tout fait pour bloquer la fin du conflit, ne reconnaissent pas Israël. J'en suis là. Pour le moment, on verra bien, mais je pense que ça a deux avantages tactiques. Un, ça reporte à longtemps la reconnaissance par la France, parce qu'avant que l'Algérie, la Libye et le Liban reconnaissent Israël, on a le temps de réfléchir, si vous voulez. Bon, déjà, c'est ça. La deuxième chose, purement tactique, c'est de faire porter la faute sur l'autre. Ce qui est évidemment le blame game, comme on dit en diplomatie, c'est l'essentiel dans ces cas-là. La France se trouve attaquée du fait qu'elle ne reconnaît pas l'État de Palestine par des tas de gens pro-palestiniens dans le monde. Bien, la faute, vous la passez sur les pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël. Et c'est la clé, parce qu'ils n'ont jamais accepté Israël, parce qu'ils n'ont jamais accepté le partage de 47-48. Donc, je tiens désormais sur cette position. Un mot sur l'arrivée de Trump, c'est un game changer absolu. Et là, ça entraîne une vraie interrogation sur la suite. D'abord, je constate que du seul fait qu'il soit élu, il y a plein de choses qui se débloquent. Je dois dire que le Qatar, acceptant de mettre dehors les quelques responsables du Hamas encore vivants, pour les expédier on ne sait où, sans doute en Iran, mais on verra bien, je trouve ça inouï. Je dois dire que c'est la même chose avec le Hamas qui d'un coup dit que finalement il veut bien négocier un cessez-le-feu. À mon avis, trop tard. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus rien à négocier. En tout cas, je tiens sur cette position. Il n'y a plus rien à négocier. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte qu'à la fin de la guerre, le Hamas ne puisse jamais dire qu'il y a gagné quelque chose. Or, la dégradation de l'image d'Israël dans le monde et les traumatismes qui suivent la guerre. Mais en aucune façon, un autre gain que celui-là. Et c'est très important parce qu'il faut passer, maintenant, il faut tourner la page de l'erreur stratégique qu'a fait Israël dans la négociation de Gilad Shalit. Un type contre 1000 personnes, mais enfin, c'est la meilleure incitation pour que ça recommence. Et un des objectifs du Hamas a été de tuer un maximum de juifs, mais aussi de prendre un maximum d'otages, puisqu'il avait compris que ça valait quelque chose.
pour un peuple qui met la vie au-dessus de tout. Donc il faut absolument arrêter ça. Et en plus, arrêter la dimension, je dois dire, pénible, de souffrance des Palestiniens. Car quelle auto-humiliation que de dire qu'un Israélien vaut 1000 Palestiniens. Vous pensez que, évidemment, les chefs ont dit « Vous voyez comment on est fort, on a réussi à sortir 1000 prisonniers palestiniens ». Vous ne savez pas ce que nous disaient nos étudiants de l'Institut à Gaza. Quelle humiliation! S'il fallait négocier, si le Hamas avait eu un peu de tenue morale, ce qu'il n'a absolument pas, il aurait dit « Je prends 10 Israéliens contre un Palestinien ». Et on aurait été très embêté si je mets dans le « on » l'ensemble des Juifs. Donc, là, vous avez quelque chose de l'arrivée de Trump qui, d'un coup, change. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Je viens de voir que, au fond, l'Iran envoie des petits signaux pour reprendre la négociation sur le nucléaire. Alors là, on est vraiment dans la pensée magique de Trump, c'est-à-dire cette idée que, du seul fait qu'il va arriver le 20 janvier, eh bien, il va arrêter la guerre. Alors, je dis que c'est de la pensée magique, mais le pire, c'est que peut-être que oui. Selon quelle modalité, on n'en sait rien. À mon avis, le Trump d'aujourd'hui est complètement différent du Trump, tout le monde l'a dit, du premier mandat. Le bonhomme est complètement imprévisible. Il est entièrement dans la question de la force. C'est-à-dire que le mâle alpha du troupeau est revenu, pourrait-on dire. Et que ce qu'il essaye, parce qu'il déteste la paix et qu'au fond de lui, il a toujours envie d'avoir le prix Nobel de la paix, c'est qu'il veut imposer la paix. Au fond, il veut remplacer le rôle du Conseil de sécurité à lui tout seul. C'est très intéressant. Je pense que les Ukrainiens vont souffrir, je pense que les Palestiniens vont souffrir, mais je pense que si, au bout du compte, il y a paix même imposée, moi qui déteste Trump, sauf les accords d'Abraham et la fin du financement de l'UNRWA dans le premier mandat, eh bien, je vais peut-être me rallier à quelque chose de lui, pourrait-on dire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On s'était dit que c'était quand même très important de ne pas s'arrêter là et de pouvoir donner une continuité à ce travail de mémoire sur ce jeune garçon lumineux, magnifique. Alors, grâce à des amis qui ne veulent absolument pas qu'on dise leur nom, nous avons créé une bourse spéciale au nom de Sivan Veil, qui va être remise ce soir par Julien et Hélène, s'ils veulent bien me rejoindre sur la scène. Et Noah Chukli, qui est celui qui va recevoir cette bourse, un étudiant brillant, mais extrêmement timide. Sivan, c'est un garçon très doux et en même temps, pour être chez le gosse, il faut être très fort. Il est arrivé à assimiler ces deux attributs qui sont exceptionnels. Le jeune Sivan et son engagement absolu pour la défense d'Israël représente une immense source d'inspiration. Exact. Sivan est tombé avec un ami à lui qui s'appelle Alon, donc 2 soldats morts lors du même événement. Il y a une quinzaine de soldats qui étaient avec eux, de son équipe qui ont été blessés. C'est un ski pour personnes handicapées parce que tous les copains de Sivan sont lourdement handicapés. C'est pour ça qu'on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sivan Veil. On va essayer de pérenniser ce projet chaque année, faire partie des soldats blessés de Tsahal au ski, parce que Sivan adorait le ski, donc en fait on a mêlé ces 2 éléments, l'amour de Sivan du ski et essayer d'aider les blessés de Tsahal aujourd'hui. Je souhaite bien entendu le publicité pour qu'on peut aller jeune. Et merci beaucoup. Voilà, il y a des personnes ici qui ont financé la bourse de moi. Alors j'avais un rêve. Interviewer Mona Jafarian le jour de la mort du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei. C'est un rêve qui aurait pu être réalité ce soir, parce qu'il y a effectivement une rumeur, aujourd'hui, vous l'avez relayé sur votre Instagram, que c'était peut-être possible. Et finalement... Alors, nous, on savait très bien que c'était qu'une rumeur, puisqu'on n'avait absolument aucun écho du côté iranien.
de l'opposition. Et à l'instant, on vient de nous partager une vidéo de lui en très bonne santé. Avec l'ambassadeur de la République islamique au Liban qui a été blessé, pour vous faire plaisir, avec son beeper. Voilà, donc il était en train de prendre de ses nouvelles. Donc malheureusement, Ali Khamenei va très bien, encore. Il est malade quand même. Il est malade? Ok, bon. Mona Jafarian, bonsoir. Franco-iranienne. Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi, porte-voix du peuple iranien, en France notamment. C'est un miracle que vous soyez là ici pour la première fois en Israël. Vous avez passé un peu de temps à l'aéroport, je crois que c'était pas joué. Hein. C'était quoi? Racontez-nous en 2 mots. Écoutez, non, ça va mieux là, mais on a vécu un petit moment de suspense puisqu'en arrivant, on a été arrêté, mis de côté, et forcément, je pense que lieu de naissance Téhéran plus double nationalité. Et pour l'anecdote, du coup, ils nous ont dit: est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez bien une conférence en Israël? J'ai dit oui, et elle m'a dit montrez-moi l'affiche, et sur l'affiche il y a un combattant du Hamas et le drapeau de la République islamique. Donc je pense que ça m'a pas forcément aidé, mais grâce à une solidarité incroyable de beaucoup de personnes, j'ai réussi à rentrer en Israël et on est très content d'être là. Voilà. Bon, vous êtes là. C'est l'essentiel. Là, en Israël, pour la toute première fois de votre vie. Oui. Voilà. Ça s'appelle Rugby Israël. On a quelque chose qui s'appelle ici Rugby Israël, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs dans le monde. Donc je disais, vous êtes là ici pour la première fois en Israël. Ça fait 3 jours, je crois. Ça mérite quand même une petite impression. En 3 jours, vous avez vu 2-3 trucs. Je vais être super honnête, nous on est tombés complètement amoureuses de. On a vu Tel Aviv, donc forcément de Tel Aviv, déjà de la propreté, de la beauté de la ville, de ce mélange. Ah, ça vous fait rire? Mais nous c'était très propre, hein, je vous promets. Elle est ironique, elle est ironique. Ah, ils ont fait ça que pour nous, du coup? Je vous jure que c'était hyper propre. Elle a même dit on peut manger par terre ici. C'est un coup de Claude Brackman. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on arrive ici, on a forcément tous les stéréotypes de ce que disent les gens en Occident, à savoir le white colonizer. Et je dois dire qu'on n'en a pas vu beaucoup des whites. C'était assez frappant. Et mais les hommes sont très 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 beaux à Tel Aviv. Il faut aussi quand même le signifier. Voilà, et on a très bien mangé, mais vraiment ça a été absolument incroyable. Et il y a des choses qui nous ont marqué, comme le fait de voir une mosquée en plein milieu de la ville, d'avoir un appel à la prière alors qu'on était sur la plage, d'avoir tous les panneaux écrits en hébreu, en arabe et en anglais. Donc c'est vrai qu'on se rend bien compte que l'image qui est donnée à l'extérieur... Voilà, exactement. Et oui, c'est voilà. Donc nous, en tout cas, on a eu une bonne image. Donc peut-être que tout a été truqué pour nous, mais en tout cas, on a beaucoup aimé. Bon, ça c'est bien déjà. Bravo Claude pour les nettoyages de la rue de l'hôtel. Alors nous allons avec vous, Mona, tenter de mieux comprendre et connaître ce grand pays qui est l'Iran. Qui sont ces Iraniens, l'histoire du pays, aujourd'hui, ses combats, ses souffrances, ses rêves, ses espoirs. Je tiens à rappeler que tout à l'heure, il y aura une séance de questions-réponses. On aura quelques questions-réponses, Claude. Oui. Mais avant tout, et puis rappeler aussi que vous avez sorti un livre, et ça c'est votre fierté, aujourd'hui, un livre qui s'appelle « Je suis iranienne ». Et on en parlera, si vous voulez, un peu plus tard. Mais en 2 mots quand même, parce que c'est important. D'ailleurs, je crois qu'on l'a là. Voilà. Je vais quand même le montrer et il sera disponible. Ah d'accord, il cherche. Voilà. Ce livre-là qui vient de sortir, Je suis iranienne. Rappelez-nous en votre... Alors, je vais tout répondre en même temps, du coup, comme ça sera plus simple. Alors, qui est le peuple iranien? Et justement, le but de ce livre, ça a été de donner la parole justement à des Iraniennes, donc 12 Iraniennes, qui témoignent de l'intérieur du pays sur, effectivement, premièrement, les protestations du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, mais qui racontent aussi ce que c'est que d'être iranien et à quel point c'est en opposition totale avec
avec ce qu'est la République islamique. Donc ça permet à toutes les personnes qui le lisent de découvrir notre culture, notre histoire, notre jeunesse, le peuple iranien, parce que depuis des décennies, quand on montre l'Iran à la télé, on montre des femmes en tchador et des vieux rabougris avec leur turban sur la tête, mais c'est pas le peuple iranien, c'est pas du tout notre culture, puisqu'aujourd'hui le peuple iranien dit qu'il est occupé. Ça veut dire qu'on dit clairement que notre pays nous a été volé, qu'il est occupé par une force qui est la République islamique et qui va à l'encontre totale de tout ce qu'on est. Bon, pour vous faire très très rapidement l'histoire du peuple iranien, parce que sinon ça prendrait des heures, mais avant donc la République islamique, les femmes bénéficiaient des mêmes droits que les hommes. D'ailleurs, les femmes iraniennes ont voté 7 ans avant les femmes suisses, donc ça donne quand même une idée du développement du pays à l'époque. Et je vais aller très très vite, hein, mais en gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que forcément, le clergé chiite a été dépossédé de ses terres par le Shah d'Iran à l'époque, et il a une revanche à prendre, 1, sur la modernité du pays qui ne lui convient pas, et 2, sur la dépossession de ses richesses. Donc il va décider de mener cette révolution, et pour ce faire, il va avoir besoin d'une convergence des luttes avec le deuxième mouvement qui menace à l'époque la monarchie du Shah, et qui est le communisme, et de manière générale les marxistes, et ce que nous on appelle l'extrême gauche iranienne. Donc il va avoir 3 leviers: l'anti-impérialisme, puisqu'on va désigner l'Occident comme étant l'ennemi, l'anticolonialisme, puisqu'à l'époque les Anglais profitaient très largement des matières premières iraniennes qu'ils exploitaient. Et le 3e levier sera la cause palestinienne, puisque c'est ce qui permettait aux islamistes et à cette extrême gauche de mener de front un combat. Et c'est comme ça donc que le régime du Shah va être renversé et remplacé par les islamistes, et l'extrême gauche seront les premiers à être massacrés d'ailleurs une fois la prise de pouvoir. Donc si vous voulez, c'est d'autant plus important pour nous aujourd'hui de porter la voix du peuple iranien, parce qu'on a un peu l'impression que l'histoire est en train de se répéter, mais je pense qu'on en reparlera après. Mais voilà déjà les prémices de l'histoire du peuple iranien. Comment il va aujourd'hui, ce peuple iranien, celui que vous connaissez, celui que vous avez contacté directement aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est très très compliqué parce que c'est un peuple qui est... C'est compliqué. Formidable. Je retire mon rack d'Israël. Du coup, je ne sais plus ce qu'on dit. On parlait du peuple iranien, comment il va aujourd'hui? Ouais. Le peuple iranien, il va mal. Il va forcément mal, puisque c'est un peuple qui est opprimé, qui continue à résister tant bien que mal. C'est un peuple qui est seul aussi, et qui, par tous les leviers possibles, continue à crier au reste du monde qu'il ne veut plus de ce régime et qu'il a tout tenté pour le faire tomber. Moi, j'ai eu cette phrase, on en a parlé juste avant, mais très forte, en disant le 7 octobre, c'est tous les jours depuis 45 ans pour le peuple iranien. C'est un peuple qui est violé, torturé, pendu, mutilé. C'est une barbarie sans nom, exactement à l'image de ce que le monde a vu le 7 octobre. C'est des châtiments absolument inhumains, comme couper des doigts ou enlever un œil à vif à des gens, et c'est écrit dans le code pénal. Donc si vous voulez, c'est un peuple éclairé, éduqué, moderne, ouvert vers l'extérieur, qui subit aujourd'hui une barbarie dont on n'a absolument aucune idée à l'extérieur des frontières. On se souvient de la séquence du stade de foot où la foule avait humilié le régime en refusant les drapeaux palestiniens. C'est du courage. C'est au-delà de ça, parce qu'en fait, on est l'épisode dont vous parlez, donc qui s'est reproduit de nombreuses fois après, mais on est le 8 octobre. Donc on est au lendemain des attaques. Partout dans le monde, les Iraniens se lèvent tel un seul homme pour montrer de la solidarité envers le peuple israélien. Et d'ailleurs, que ce soit à Paris, aux États-Unis, au Canada et à l'intérieur de l'Iran, la première chose qu'on fait, c'est dire, mon Dieu, il faut qu'on aille montrer qu'on est solidaire de ce qui leur arrive. Et on est assez étonné de se rendre compte qu'on est les seuls. C'est-à-dire que nous, à Paris, quand on arrive dans la manifestation au Trocadéro, on ne voit que des juifs,
et des drapeaux iraniens. Donc on se dit, c'est quand même fou qu'ils soient si seuls face à l'horreur de ce qu'ils ont vécu. Et donc ce 8 octobre, le régime distribue des drapeaux palestiniens dans le stade pour que les gens secouent ces drapeaux pour fêter justement les attaques du 7 octobre. Et donc toutes les caméras sont braquées sur ce stade. Et là, il se passe complètement l'inverse. Excusez-moi d'avance. Mais les Iraniens commencent à scander « Prends ton drapeau de la Palestine et mets-le-toi ». Voilà, donc ça devient un slogan. Et ce slogan va être scandé inlassablement à chaque match de foot. Ensuite, ils vont déployer des bannières à la gloire du Hamas et du Hezbollah qui seront systématiquement brûlées par le peuple iranien. C'est-à-dire que on est arrivé à un tel point de solidarité qu'ils ont dû émettre de nouvelles lois pour dire que tout Iranien qui continuerait à montrer de la solidarité envers Israël serait condamné immédiatement à 10 ans d'emprisonnement et 72 coups de fouet. Ça n'a pas arrêté les Iraniens, donc ils ont fait de quelques cas des exemples. Ça n'a toujours pas arrêté les Iraniens, et aujourd'hui on arrive à une situation absolument lunaire où le Premier ministre israélien s'adresse directement au peuple iranien, et le peuple iranien l'appelle tonton Bibi. Non mais on est vraiment sur... non mais je vous promets que c'est... C'est vrai. Vous m'avez dit quelque chose que je ne connaissais pas. Bibi Gol. Oui. G-O-L, Bibi Gol, Ouais. c'est une chanson que les Iraniens adorent. Ouais. En fait, c'est une des chansons les plus connues des Iraniens. Gol, ça veut dire fleur. Et donc, ça donne Bibi, ma petite fleur. Et, et c'est une chanson très rythmée sur laquelle on a tous dansé dans nos mehmounis, donc nos soirées iraniennes. Et donc, on voit les gens en Iran. À chaque fois chaque fois qu'un terroriste est éliminé par Israël, on appelle ça une côtelette. Donc c'est un plat iranien à base de viande hachée, de pommes de terre, et donc on dit hop, c'est Côtelette Day. Donc à chaque fois qu'Israël entre en action, les Iraniens disent ça. Et donc maintenant on a le Côtelette Day et on a la Bibi Dance. Et donc les Iraniens donc dansent sur cette chanson, et ce qui rend absolument dingue le régime. Je pense que c'est le seul pays où Bibi est adulé. Ouais. Bah, en fait, pour recentrer, je vais jamais pouvoir rentrer en France, moi, je vous le dis tout de suite là. Mais ce qui est absolument hallucinant, c'est que les Iraniens sont très seuls. Littéralement, depuis la mort de Mahsa Amini, l'Occident nous a totalement tourné le dos. 4 jours après la mort de Mahsa Amini, Emmanuel Macron posait avec Raïssi, qu'on appelle nous le boucher de Téhéran, à l'ONU à lui serrer la main. Après le 7 octobre, Stéphane Séjourné, qui est à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, publie un communiqué du Quai d'Orsay dans lequel il dit « Attention, accrochez-vous bien, nous remercions la République islamique de maintenir la stabilité et la paix dans la région. » Donc on est... Oui... Quelques temps après, il y a à peine un mois, Emmanuel Macron réapparaît encore avec le nouveau président à l'ONU à New York. Dans le même temps, Biden inverse totalement la politique qui avait été mise en place par Donald Trump précédemment. Donc on estime que plus ou moins il leur a permis d'engranger 100 milliards de dollars en l'espace de 2 ans. D'ailleurs, les ONG iraniennes ont fait des courbes absolument hallucinantes de différence entre les pendaisons, les exactions, les ventes de pétrole, etc. Et en fait, donc on voit tout de suite que sous Trump, les ventes de pétrole de la République islamique chutent, les exactions et les massacres du peuple chutent, et sous Biden, ça repart complètement. Quand Raïssi est mort dans l'hélicoptère, vous avez le droit de vous réjouir, hein, n'hésitez pas, mais quand il est mort dans cet hélicoptère, l'ONU lui consacre 1 minute de silence. Donc on est quand même face à des événements très traumatisants pour le peuple iranien, et je pense qu'un des événements qui a été le plus marquant pour nous, c'est qu'au moment où Pezeshkian est élu faussement président, il y a une énorme cérémonie qui est donnée au Parlement de la République islamique à Téhéran, et Joseph Borrell, qui est donc le chef de la diplomatie... Oui, on a le même problème avec lui. Joseph Borrell, qui est quand même le chef de la diplomatie européenne, envoie un émissaire à Téhéran pour célébrer. Donc on a une vision absolument lunaire du chef du Hamas, le chef des Houthis, un des émissaires du Hezbollah. Derrière, on a l'émissaire de l'Europe qui est assis derrière les chefs terroristes, et une assemblée qui crie «
Mort à l'Occident, mort à Israël, mort aux États-Unis. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Jusqu'à quel point vous êtes en train de compromettre vos propres valeurs? Et en fait, c'est un peu le seul message que le monde a envoyé aux Iraniens depuis 2 ans. Et il y a un tout petit pays qui est là au milieu de tout ça et qui n'arrête pas de leur dire ne perdez pas espoir, ne les laissez pas briser vos rêves, on est avec vous, on vous comprend. Le plus fort des Iraniens, du peuple iranien. Oui, c'est le seul pays au monde qui aujourd'hui est en train de briser chacune des tentacules des proxys terroristes du régime de... Très longtemps, L'alliance entre les Israéliens et les Iraniens, elle date pas d'aujourd'hui. Je pense que les gens l'ont découvert récemment, mais nous, ça fait des années que Tzahal a une chaîne en persan, que le ministère des Affaires étrangères israélien a une chaîne en persan, que de nombreux influenceurs israéliens s'adressent directement et uniquement au peuple iranien. Donc la relation, elle a déjà été établie et on voit bien dans la manière où les prises de parole sont faites. Par exemple, on va pas dire Iran, on va dire République islamique. Donc, c'est des choses qui sont très importantes pour les Iraniens, qui détestent qu'on appelle les mollahs l'Iran, parce que pour eux, on occupe leur pays. Et d'ailleurs, moi, je le répète toujours, la République islamique n'emploie jamais le mot Iran. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique. Ils parlent, eux, de révolution islamique, de république islamique, mais ils n'emploient pas le mot Iran. Parce que Khomeini, dès sa prise de pouvoir en 79, va dire si nous voulons imposer l'islam aux Iraniens, il va falloir briser leur patriotisme. Tant que nous tuerons pas toute iranité dans ce peuple, nous ne pourrons pas leur imposer notre idéologie. Et on se rend bien compte que 45 ans après, c'est toujours un échec pour eux, et c'est même encore pire. Israël a donc un rôle central dans la lutte contre l'influence iranienne dans la région. Oui, absolument. Et je pense que les gens se rendent pas forcément compte, mais à chaque fois qu'il y a une côtelette, du coup, c'est pas juste en fait un chef du corps des gardiens qui est éliminé, c'est tout son réseau en dessous, puisqu'il y a le réseau d'information. D'ailleurs, on parlait du Captagon. Les gens ignorent souvent que le trafic, le business de Captagon est entre les mains de la République islamique, du Hezbollah et du frère de Bachar al-Assad. Donc, c'est vraiment les 3 acteurs principaux du commerce de la production et du commerce de Captagon. Et effectivement, à chaque fois qu'un haut responsable du corps des gardiens de la Révolution est éliminé, c'est un coup énorme qui est porté à la République islamique sur son réseau qui dépend justement de ce chef des gardiens de la Révolution. Mais en fait, on va pas se mentir, nous on est aussi très lucides sur le fait que le but d'Israël n'est pas de venir sauver le peuple iranien. Chacun sauve son propre peuple. Mais aujourd'hui, il y a 2 peuples qui mènent une guerre existentielle. Il y a les Israéliens et il y a les Iraniens. Et finalement, c'est tellement intrinsèquement lié, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs Netanyahou le dit très bien dans son discours, le plus grand ennemi de la République islamique, il s'adresse à nous en disant c'est vous, le peuple iranien. Donc là où personne n'a compris ce qui est en train de se passer, les Israéliens ont très bien compris que si on veut venir à bout de ce régime, il va falloir le faire de l'intérieur et envoyer cette impulsion et cette aide nécessaire pour que les Iraniens puissent faire tomber les mollahs. Vous êtes souvent sur les plateaux télé en France, d'être franco-iranienne, on va parler dans un instant d'où vous venez, mais vous arrivez à sentir, on parle pas de l'État du coup, mais du peuple français, est-ce qu'il accroche au message dans les médias, on vous voit tous les jours à la télé? Alors, c'est assez compliqué en France. On a une grosse partie des Français qui comprend très bien le message, qui a vécu le terrorisme dans sa chair aussi, donc qui arrive à entendre et à écouter ce qu'on dit. D'autant plus que quand je prends la parole, je ne prends pas la parole sur Israël. Pour rester audible, c'est terrible, mais on en est quand même là. Et le fait d'expliquer finalement ce qui se passe autour amène les gens à la logique d'eux-mêmes de se dire ah mais finalement il n'y a qu'un pays qui est en train de faire en sorte de nous protéger, nous aussi, parce que nous, on n'arrête pas de le dire et de le répéter. Là où c'est terrible, enfin même dans la société française, et je pense qu'on avait tous un peu cette idée de l'antisémitisme, et puis là c'est devenu concret. On s'est vraiment rendu compte à quel point c'était violent, c'est inhumain, c'est-à-dire qu'on a totalement déshumanisé le juif, et on le voit clairement en France, et quiconque
prend la parole sur ce sujet-là est de facto désigné comme l'ennemi à abattre. Et effectivement, on reçoit des menaces de mort. C'est très compliqué de garder le cap. Et c'est peut-être aussi pour ça que notre arrivée en Israël, ça a été un moyen aussi pour nous de respirer, parce qu'on a une telle vague de violence. Moi, je vis sous protection policière en France. Donc, on est quand même dans des situations complètement hallucinantes aujourd'hui. Et là, en arrivant ici, on avait l'impression d'être un peu dans un cocon de bienveillance. Et puis, ce qui est fou, c'est que quand on demande, par exemple, à un chauffeur taxi, parce qu'ils nous entendent parler, donc pour eux, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Alors, aujourd'hui, il nous a dit du bleu, vous êtes turc, ils comprenaient pas très bien. Et puis, donc, on dit, bah non, on est iranienne. Et puis, il y a tout de suite ce truc de nous dire, ah, mais on sait que vous n'êtes pas comme le régime. Donc déjà, ça fait du bien là-dessus, parce que en France aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent, vous êtes des mécréantes, vous êtes des traîtres, vous voulez anéantir l'axe de la résistance. Et cette inversion totale des valeurs, quand on arrive ici, ça nous permet aussi à nous de respirer, de savoir qu'on est en terrain ami, quoi. Vous avez rencontré la communauté iranienne ici en Israël? Oui, à Jérusalem après-demain, exactement. Jérusalem, évidemment. Oui, on a hâte de les rencontrer. On a hâte aussi d'aller découvrir. Il y a un petit quartier iranien à Tel Aviv, mais personne ne sait où il est. Donc j'ai un peu l'impression que c'est une légende. Mais si quelqu'un sait où il est. Ah, très bien. Comme si on n'en mangeait pas assez, même ici, on continue. Parlez-nous un peu de vous, quand même, un petit chapitre sur vous, parce qu'on ne vous connaît pas. J'ai cherché sur Wikipédia, il n'y a pas trop d'informations sur vous personnellement, où vous êtes né. Qui vous êtes? De quelle famille? Vous êtes né en Iran? Oui, je suis née en Iran, à Téhéran. Ma maman est kurde et mon père est perse de Téhéran. Et donc je viens d'une famille, surtout du côté de mon père, qui était très proche à l'époque du Shah d'Iran. Donc mon oncle a été parmi les tout premiers à avoir été fusillé après la révolution islamique. Et 3 ans après l'arrivée de Khomeini au pouvoir, donc moi j'ai 2 ans, et ma mère est enceinte de mon frère, et donc là ils prennent la décision de partir en se disant que c'était pas viable de rester en Iran, et donc on avait le choix entre les États-Unis et la France à ce moment-là. Et mon père, étant un grand fan de Victor Hugo, dit, moi je veux que mes enfants grandissent dans la culture, parce que pour lui les Américains étaient pas très fut-fut. Donc du coup il dit, on choisira la France, et donc mes enfants grandiront en France. Donc on va partir avec ma mère, et lui n'arrivera jamais à venir parce que il avait 50 ans, il avait fait toute sa vie en Iran, et il disait, quel que soit ce qui se passe dans ce pays, ça reste ma terre et je ne peux pas la quitter. Donc finalement, toute ma vie, j'ai fait des allers-retours entre la France et l'Iran. Et puis plus on prend de l'âge, et plus ça devient compliqué, parce que on a le poids de la police des mœurs. Pendant les vacances, quand vous voulez faire du tennis, vous avez toujours quelqu'un pour venir vous dire, sors du terrain, tu n'as pas le droit de faire du sport, etc. Je raconte souvent cette anecdote, mais vous savez, les plages ont des horaires pour les femmes, et comme si ça suffisait pas, ils mettent des rideaux dans l'eau. Donc les rideaux sont mis dans l'eau, et pour pas qu'on voit, alors que tout le quartier est bouclé pour qu'il n'y ait aucune voiture qui passe, pour qu'on puisse ne jamais voir les femmes. Et moi, je suis là dans cette eau avec les rideaux, et l'eau m'arrive là. Donc je dis, mais c'est absolument ridicule, tout le quartier est bouclé, il n'y a pas un homme à moins de 3 kilomètres. Et je dis à ma mère, mais viens, on nage, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et donc on se met à nager. Et moins de 10 minutes après, ils nous tirent à la Kalachnikov juste à côté de nous. Donc on passe à 2 doigts vraiment de la mort, sans sommation. Donc on nage en arrière. Et c'est là où je prends vraiment pleinement conscience que quand pendant des années on vous dit ils ont un droit de vie ou de mort sur vous, c'est réel. Et à n'importe quel moment, votre vie peut être prise sans aucune raison. Et puis c'est permanent, vous savez, un vernis rouge dans la rue, une mèche de cheveux qui dépasse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des femmes iraniennes ont fait tomber ce voile. Et ça, c'est absolument incroyable, parce que la République islamique est complètement dépassée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point où d'abord ils ont saisi les voitures, ils ont interdit de réseaux sociaux, interdit d'études, interdit de travailler. Puis après, ils ont mis des peines absolument effroyables de 72 coups de fouet. Et puis 10 ans d'emprisonnement, et malgré ça elles ont continué à ne pas le remettre sur leur tête, même pire, le brûler. C'est-à-dire que souvent en France on nous dit, mais elles se battent pour la liberté ou non de porter le voile. Je dis, mais demandez à une femme musulmane qui porte le voile de le brûler, ce voile. Est-ce qu'elle va le brûler? Jamais. Si les femmes iraniennes le brûlent, c'est parce qu'elles sont en train de détruire l'idéologie dont le porte-drapeau est le hijab. Et c'est vraiment la colonne vertébrale du régime, et aujourd'hui on voit que cette bataille-là, elles l'ont gagnée, et que c'est une première étape vers la liberté. Une
hommage, justement, hommage à ces femmes et ces hommes symboles de cette année. On peut peut-être les citer. Oh, il y en a, on en a tellement, mais ce qui est absolument, mais ce qui est, oui, Orhuda Arioyi, cette image absolument hallucinante d'elle en sous-vêtements, en plein terrain dans cette grisaille et qui se tient droite face à eux. Et c'est eux qui baissent la tête parce qu'elle utilise la pire arme. Pour eux, c'est le corps d'une femme. Ils savent pas quoi en faire. Ils l'ont tellement caché, violé, opprimé qu'elle sait et elle sait ce qui va lui arriver. C'est ça qui est terrible. Non, on ne sait pas. Eux disent qu'ils l'ont internée. Parce qu'il faut savoir que la République islamique considère qu'une femme qui monte ses cheveux ou sa peau souffre d'un trouble psychiatrique du dévoilement. Donc en fait, ils enfermaient des gamines de 13, 14, 15, 17 ans dans des instituts psychiatriques où elles étaient droguées, où on leur faisait subir des électrochocs, des tortures, pour leur faire rentrer le Coran dans la tête. Et Orhu, quand elle fait ce geste, elle sait, soit elle va mourir, soit elle va peut-être passer des années et des années enfermée, mais elle le fait et d'un coup elle remet la lumière sur notre combat parce que l'air de rien, depuis plus d'un an, à chaque fois qu'on parle de l'Iran, c'est soit en rapport avec l'Ukraine, soit avec Israël, mais finalement tout le monde a un peu tendance à oublier qu'il y a 85 millions d'Iraniens qui sont les premières victimes de ce régime et dont on ne parle jamais. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est très important parce qu'on dit toujours c'est une révolution féministe, c'est le combat des femmes iraniennes, mais c'est faux. C'est le combat de tout un peuple et les hommes aujourd'hui iraniens sont en train de donner une leçon de féminisme à la terre entière. On n'a jamais vu nulle part dans le monde des milliers d'hommes sortir se faire massacrer en criant femme, vie, liberté. C'est absolument exceptionnel et on a tendance à le réduire au combat uniquement des femmes alors que c'est vraiment un peuple uni. C'est la génération Z qui est sortie dans la rue. Donc, vous savez, la plupart des jeunes qui sont morts, et pas juste morts, vraiment dans des... Ce que vous avez vu le 7 octobre, c'est la manière dont sont mortes toutes les victimes iraniennes des protestations Femmes, Vie, Liberté. Ils avaient entre 15 et 25 ans. C'est vraiment des enfants. Et ils ont un courage que ma génération, celle de mes parents, n'ont pas eu. Et même si aujourd'hui on estime qu'il y a près de 90% du peuple iranien qui est opposé à la République islamique, ils ont espéré longtemps, pendant les mois de protestation, que les autres générations allaient avoir le courage de revenir dans la rue à leur côté. Mais on s'est rendu compte qu'on avait des générations et des générations de traumatisés. Et les gens ont faim. Aujourd'hui, il y a un Iranien sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté. 60% des richesses du pays sont entre les mains du corps des gardiens de la Révolution. Les 3/4 du pays n'ont même plus accès à l'eau potable. Il y a des coupures d'électricité tout le temps. Et pourtant, l'Iran possède 10% des matières premières mondiales. C'est absolument colossal. Aujourd'hui, on a la monnaie la plus faible au monde. On a une inflation qui est absolument hallucinante. Donc, c'est pas juste en fait la répression d'un point de vue islamique. C'est qu'il y a une corruption, il y a un problème avec l'économie. Donc, c'est même les milieux qui étaient plutôt conservateurs et qui étaient plutôt finalement ce qui s'accommodaient de ce régime, aujourd'hui deviennent aussi leurs ennemis. Donc, c'est vraiment une union absolument incroyable de tous les Iraniens qui font ce qu'ils peuvent à leur échelle pour continuer à résister en espérant la prochaine étincelle. Le vrai espoir serait une révolution en interne, Israël pas trop loin derrière, et Trump. Alors, moi je vais devoir faire pareil et dire que... je ne peux pas présager de ce qui va se passer parce que Trump est quand même un personnage instable. On l'a vu pendant cette campagne présidentielle, il a eu quand même un discours assez cohérent pendant pas mal de temps. Et puis un beau jour, il fait ce discours où il dit il va falloir négocier avec Khomeini et la Chine parce qu'ils veulent essayer de faire passer, se débarrasser du dollar. Donc nous, on va finir comme étant le tiers-monde. Donc il faut signer un accord avec eux. Et puis la semaine d'après, il revient en disant non, je reprends ma politique de sanctions maximum. Donc moi, je reste très prudente sur ce qui va se passer. La seule chose que je peux faire, c'est analyser ce qu'il s'est déjà passé. Et ce qui est absolument limpide pour nous, c'est que jamais aucun président américain n'avait mis à ce point les mollahs à genoux. Ça, c'est une évidence. On l'a vu, ils étaient aux abois. Et les Iraniens, à l'intérieur du pays, le disent. Si jamais c'était Trump qui était au pouvoir au moment où il y a eu la révolution Femmes, Vie, Liberté, les mollahs n'auraient pas tenu. Voilà. Bravo. Un peu plus léger, mais en fait, c'est pas tant léger que ça, puisque on a peu d'images finalement de l'Iran, de ce qui se passe ici. Et il y a, à travers la culture, les fictions, voire les films, il y a cette série qui s'appelle Téhéran. Téhéran, vous entendez ?
Téhéran, c'est une série qui parle de l'Iran, d'un agent israélien qui est perdu à Téhéran. D'ailleurs, la saison 3 arrive pour ceux qui sont fans. Vous l'avez vu déjà? Alors j'avais vu la saison 1 quand elle était sortie, mais c'était il y a tellement longtemps que je me rappelle plus très bien. Mais faites pas en sorte que j'ai des problèmes à l'aéroport en partant, hein, s'il vous plaît. Arié, sois prêt. Mais c'est une série qui peut aider effectivement à un peu mieux comprendre à l'intérieur les mécanismes On a beaucoup plus réel qu'une série, et je pense que l'exemple qui a été le plus flagrant, c'est que face à l'infiltration du Mossad à l'intérieur même de la République islamique, il y a eu cet épisode absolument incroyable où Khamenei va lancer l'unité d'élite contre l'espionnage israélien. Donc ça va être vraiment une unité qui va être mise en place pour aller chercher les espions israéliens à l'intérieur du corps des gardiens, mais aussi de la population. Et en fait, j'ai l'impression de raconter un sketch, mais c'est horrible. Et en fait, et ils vont se rendre compte que donc le chef de cette unité d'élite est un agent du Mossad. Et je vous jure que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment, on dirait que c'est faux. Et que 20 membres de cette unité d'élite sont des informateurs directs d'Israël. Donc ça a fait un bruit énorme avec une vague d'arrestations incroyable en Iran, on voyait les images, donc ils allaient chercher chez eux, et ça a porté un coup très dur, parce que quand on est Ali Khamenei, il vit dans un bunker, hein. Il vit protégé. Quand il sort pour une prière, même autour de ses plus proches collaborateurs, il a 7 ou 8 personnes qui sont autour de lui. Donc déjà, c'est quelqu'un qui vit avec une parano permanente. Et là, cet épisode-là va lui faire un mal terrible, puisqu'il va se dire, mais c'est incroyable, ils sont infiltrés à tous les niveaux, hein. Ah bah là, il est... On va passer aux questions. Alors juste voilà, pour terminer sur le livre, donc on va passer aux questions dans un instant. Préparez vos questions. Je vais rappeler Mona Jafarian, je suis iranienne, victime des Mollahs. Peut-être juste tirer de là un exemple que vous pouvez nous raconter, assez court, une histoire. Bon. Ouais, je vais peut-être raconter l'histoire qui a été le témoignage qui a été le plus difficile à recueillir, puisque c'est la fille d'un membre du corps des gardiens de la Révolution, et c'était la première fois en fait où on passait de l'autre côté. Parce que finalement, on a un peuple uni face à l'ennemi, et là, j'avais la fille de quelqu'un qui fait partie de l'ennemi, et ça a été compliqué d'avoir son témoignage, et finalement, nous, en tant qu'Iraniens, quand on voit les images de ce qu'ils font à notre peuple, on se dit toujours qui est capable d'une telle inhumanité. Et là, le fait de parler avec cette jeune femme, je me rends compte qu'ils n'ont même pas pitié de leurs propres enfants. Et ce qui est absolument édifiant, c'est qu'au sein même de ces familles-là, il y a une haine viscérale de la République islamique et de leurs propres parents, de cette idéologie, et une soif de liberté. Et elle se bat avec le savoir, parce qu'elle dit c'est notre plus belle arme, c'est le savoir. Et je pense aussi que c'est ce qui a sauvé le peuple iranien de l'idéologie, c'est l'éducation et le savoir, et ce qui manque peut-être beaucoup dans la région à d'autres. Merci Mona Jafarian. Il y a un volet dans le dessin du peuple iranien que vous n'avez pas détaillé, qui est sa diversité. Oui, alors justement, c'est ce qui a été absolument incroyable sur cette révolution Femme, Vie, Liberté, c'est que, effectivement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les gens ont tendance à appeler ça la Perse. Déjà, les Iraniens n'ont jamais appelé l'Iran la Perse, c'est vraiment un mot qui est utilisé par l'Occident. Et en fait, il y a 60% de Perses en Iran, mais il y a des Kurdes, des Lors, des Turkmènes, des Azéris, enfin il y a énormément d'autres ethnies. Et quand Mahsa Amini a été assassiné, il y a eu une levée entière de tout un peuple. Et les slogans étaient bouleversants, puisqu'on entendait les gens crier au Kurdistan, par exemple, du Kurdistan à Téhéran, je donne ma vie pour l'Iran. Ou alors du Baloutchistan, les gens criaient du Baloutchistan au Kurdistan, je donne ma vie pour l'Iran, pour dire que quelle que soit notre ethnie, on est unis contre l'ennemi commun, et il faut savoir qu'en Iran, la part de séparatistes est très 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 faible, et que quelle que soit l'ethnie qui est la nôtre, on est avant tout iranien, et donc on est bien un peuple avec plusieurs ethnies et pas plusieurs peuples. La question c'est qu'est-ce que vous pensez du Qatar? C'est-à-dire que ma crainte c'est ok, imaginons la République qui tombe de loin. Est-ce qu'au fond ça ne va pas renforcer le Qatar qui met un double jeu? Et est-ce qu'il n'y a donc pas un risque qu'au final, l'islamisme continue à progresser très fortement en Occident?
c'est vraiment deux problèmes différents. Il faut savoir que la République islamique a une véritable volonté hégémonique sur la région et que la cause palestinienne, du moins l'exploitation de la cause palestinienne, était le meilleur levier pour eux justement pour attirer de leur côté les sunnites, puisque effectivement il y a cette scission entre les sunnites et les chiites, et la cause palestinienne a permis à la République islamique de se présenter comme le seul rempart à l'Occident, là où justement l'Arabie saoudite et d'autres étaient prêts à signer les accords de la honte pour eux, et qui étaient donc les accords d'Abraham. Après, ce qui est du Qatar, c'est moins... Malheureusement, on a aussi des dirigeants qui qui prennent des décisions qui sont absolument dramatiques, et je pense qu'on l'a vu président après président. Ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, qui leur avait permis des avantages fiscaux absolument très bénéfiques pour eux et qui leur a permis aussi de pénétrer sur le territoire français. Mais c'est vraiment deux types d'infiltration et de tentacules différentes, mais aujourd'hui on est quand même bien renseigné sur ces réseaux-là. Les services de renseignement français font un boulot absolument phénoménal. On a des experts comme Florence Bergeau-Blacker qui alertent depuis plus de 20 ans. Donc il y aurait moyen d'agir, mais il faut une volonté aussi des pouvoirs publics pour y mettre un terme. Alors que du côté de la République islamique, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment sur une idéologie véritable de destruction d'Israël. Et tous les leviers sont utilisés pour. Donc tous ces proxys qu'on voit, tant que la République islamique continuera d'exister, il continuera d'alimenter ce terrorisme-là pour attaquer, parce que pour eux, en fait, faire tomber Israël, c'est la première étape pour faire tomber l'Occident. Et c'est pour ça qu'on est quand même sur des moyens d'action qui sont beaucoup plus, qui sont différents finalement. Les frères musulmans agissent souvent dans les milieux politiques, alors que la République islamique, il va frontalement en conflit armé et s'en sert ensuite comme levier de négociation avec l'Occident, qui a malheureusement tendance à prôner la désescalade et malheureusement le compromis face à un régime dont ils n'ont pas encore compris la dangerosité de l'idéologie. Avant la révolution islamique, la communauté juive iranienne comptait entre 80 000 et 100 000 membres. Aujourd'hui, elle a été divisée par 10, si je ne me trompe pas. Comment vit cette communauté juive en Iran? Mais les Iraniens ne sont pas antisémites. C'est pas une idéologie qui est ancrée dans la culture iranienne. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas de problème au sein de la population. Par contre, là où ils ont des problèmes, c'est avec le régime, comme tout le monde, mais comme toutes les minorités. Donc ils sont aussi persécutés que le sont par exemple les Kurdes ou les Baloutches, un peu moins que les Bahreïs qui sont eux vraiment exterminés. Donc au sein de la population, ils n'ont pas de problème, mais par contre avec le régime, ils en ont. Et je pense qu'un des événements qui a été les plus marquants, c'est que justement après le 7 octobre, le grand rabbin de Téhéran a été obligé de signer une déclaration félicitant le Hamas de tenter de venir à bout des sionistes. Donc vous voyez, on les oblige à adopter certaines postures pour avoir le droit d'exister encore et de pratiquer librement. Mais en même temps, le régime de la République islamique se sert un peu aussi de cette communauté juive iranienne pour toujours dire, vous voyez, on n'a aucun problème avec les juifs dès lors qu'ils ne sont pas en Israël et qu'ils ne cherchent pas à être sur les terres qui ne leur reviennent pas. Je veux savoir si le fils du Shah a-t-il encore un pouvoir sur l'Iran? Reza Pahlavi, si vous voulez, il y a plusieurs aspects. Le premier est que nous, on est des porte-voix du peuple iranien, et aujourd'hui, le seul nom qui est scandé dans les rues, dans les stades, écrit sur les murs, partagé par la jeunesse, c'est le sien. C'est très difficile d'avoir une idée exacte du pourcentage de personnes qui le soutiennent. Il y a eu plusieurs sondages qui ont été réalisés, et selon les instituts de sondage étrangers, indépendants qui l'ont fait, ça oscille entre 40 et 70% selon, mais il est vraiment loin devant les autres. Et surtout, il a le soutien des minorités. Et ça, c'est très important, parce que la République islamique a toujours dit aux Iraniens, si vous nous renversez, l'Occident va éclater notre pays en plusieurs pays. Donc le Kurdistan aux Kurdes, le Baloutchistan aux Baloutches. Et ça fait très peur aux Iraniens, parce que l'intégrité territoriale, c'est ce qui compte le plus pour eux. Et Reza Pahlavi a eu cette force de pouvoir rassembler les ethnies et d'avoir tout le monde derrière lui. Et alors, il n'a jamais prôné un retour à la monarchie. Ça, c'est souvent ce que disent les propagandistes du régime pour faire peur. Lui, ce qu'il dit, c'est « je prendrai la tête d'un gouvernement provisoire » pour mettre en place les premières élections libres et que les Iraniens décident de la forme de démocratie qu'ils veulent et de leur futur leader. Mais effectivement, rien ne pourra se faire de l'intérieur sans passer par lui, puisqu'il a effectivement
un avantage certain sur tous les autres au niveau de la population iranienne aujourd'hui. Yeah.